Monsieur le procureur, bonsoir. Bonsoir. Le tribunal de première instance a donc fait sa rentrée cet après-midi, la cour d'appel également. Avec cette annonce, le tribunal foncier pourrait voir le jour, mais pas forcément en 2015. Non, effectivement, comme l'a expliqué Monsieur le Premier Président, c'est dans un premier temps un effort de résorption du stock qui va être engagé à partir de septembre 2015 par l'affectation de magistrats en renfort et de greffiers en renfort au tribunal de première instance. Et c'est seulement à l'issue de ces 3 ans d'efforts de résorption du stock que là, à partir d'une situation remise à niveau, le tribunal foncier pourrait être mis en place. Finalement, quelle est la vocation du tribunal foncier ? Ce tribunal, qui est une émanation du législateur, sera une juridiction locale, présidée par un magistrat professionnel, mais avec des assesseurs non magistrats professionnels, des échevins, pourrait-on dire, et qui aura pour vocation de s'occuper des problèmes réels immobiliers, des problèmes de partage d'indivision, de servitude, etc. Alors, dans votre allocution, vous avez évoqué 24 300 nouvelles procédures en 2014. C'est beaucoup. Comment vous analysez ce chiffre ? Le niveau est élevé et j'en parlais cet après-midi à l'audience de rentrée. L'une des explications pourrait être cette crise économique qui perdure depuis déjà plusieurs années, qui entraîne donc pour les ménages des baisses de revenus, qui entraîne de ce que j'appellerais une crispation sociale, le chômage, l'absence de perspective d'avenir pour les jeunes au sortir du système scolaire, qui peut expliquer sans justifier des passages à l'acte soit violents ou délictuels tels que des cambriolages. Alors deux nouveautés en 2015, l'instauration d'une nouvelle peine, la contrainte pénale, et d'autre part la mise en place du régime de la libération sous contrainte. Qu'est-ce qui va changer concrètement ? La philosophie de cette loi du 13 août 2014, c'est celle d'éviter au maximum que la peine soit purgée par l'incarcération effective. C'est-à-dire qu'on veut essayer, dans un souci de meilleure insertion sociale des délinquants, de leur faire purger la peine, soit sous la forme d'un chantier extérieur, d'une semi-liberté, c'est-à-dire travailler à l'extérieur dans la journée mais rentrer pour dormir le soir, ou encore du bracelet électronique. À propos d'arsenal juridique, il est question qu'il soit renforcé pour faire face au terrorisme. Comment cela va-t-il se traduire selon vous ? Déjà, à la mi-novembre 2014, des textes ont été renforcés pour permettre d'incriminer et donc de poursuivre des comportements tels que l'apologie du terrorisme, par exemple sur Internet, le fait de vanter les mérites de tel ou tel groupe terroriste, de même qu'un texte sur la préparation individuelle et non pas en groupe constitué, préparation individuelle d'actes de terrorisme. Ces deux outils juridiques supplémentaires, qui seront probablement renforcés encore en 2015, doivent permettre d'interpeller au plus tôt et en amont du passage à l'acte les personnes qui sont proches de ces mouvances ou de ces idéologies terroristes. Alors, on vous a vu au tribunal vous recueillir lors de la minute de silence un jeudi. Vous avez rappelé l'importance de la liberté de la presse. Impossible de ne pas penser à JPK, Jean-Pascal Courreau. Ses proches pensent qu'un procès aura lieu en 2016. Vous le confirmez ? C'est encore trop tôt pour le dire. L'information est en cours. Vous l'avez suivi. Elle a subi un certain nombre d'avatars, d'annulations d'actes de procédure, les écoutes téléphoniques. Un pourvoi, je crois, est toujours en cours devant la chambre criminelle. Il faut attendre que l'information soit complètement bouclée pour pouvoir envisager une décision finale qui pourra être un non-lieu ou un renvoi devant la cour d'assises. Alors, toujours concernant la liberté de la presse, 2/3 des 15 personnes de l'ancienne rédaction des Nouvelles ne travaillent plus dans le groupe Média Polynésie. Plusieurs affaires sont au tribunal. Ces journalistes ont-ils une chance de gagner leur procès ? Là, vous me prenez un peu de court, car je n'ai pas suivi du tout cette requête qui doit être, je pense, civile, devant le tribunal du travail. Nous suivrons cela de près. José Torel, merci. Restez avec nous. Nous allons aborder à présent l'affaire dite de la vaisselle de la présidence, mais surtout ses conséquences au sein du Tarouira. Vous le savez, le président du Parti Orange et le président de l'Assemblée, Marcel Touihani, ont été mis en examen pour recel de détournement de biens publics. Tous deux sont libres, mais placés sous contrôle judiciaire. Du coup, les discussions entre les trois ténors du parti sont devenues impossibles. Natacha Silagi, Mirko Vanfour.
Les trois têtes du parti Orange privées du droit d'être ensemble. Le président du Tarouéra, Gaston Flosse, mis en examen et sous contrôle judiciaire, n'est plus autorisé à entrer en contact ni avec le secrétaire général du parti, Marcel Touyani, lui aussi mis en examen, ni avec le président délégué du Tarouéra, Edouard Fritsch, pour les besoins de l'enquête sur le détournement de biens publics. Un coup dur pour le bon fonctionnement du parti de la majorité, qui a choisi de mettre en selle à la place de Marcel Touyani, la secrétaire générale adjointe du Tarouéra, Tarita Sanjou. Tarita Sanjou, qui est une ancienne du mouvement et qui connaît parfaitement le fonctionnement du mouvement, du Taroura Wiratira, accompagne le président dans son action et assure du bon fonctionnement du Taroura Wiratira. Donc j'ai pas d'inquiétude sur ce point-là. Le président délégué du Tarouéra ne peut donc plus, lui non plus, participer aux réunions du parti que Gaston Flosse préside. Le président du pays qui tente de garder de bons rapports avec les élus orange de l'Assemblée, même s'il lui reproche son ouverture à l'opposition. Edouard Fritsch a déjà manqué 2 conseils politiques et se demande s'il ne va pas devoir rendre son tablier de président délégué Orange pour mieux se consacrer à la présidence du pays. J'ai réfléchi beaucoup, mais bon, je n'ai pas dans les intentions de proposer une démission ou quoi que ce soit. Comme je l'ai déclaré dernièrement, compte tenu de la lourdeur de ma tâche aujourd'hui, du temps que je consacre à la présidence de notre Polynésie, effectivement, j'ai de moins en moins de temps de suivre l'activité du parti. Le président du pays et celui de l'Assemblée, 2 hautes figures du Tarouéra, ne se voient pas non plus, mais c'est de leur plein gré. José Torrel, Gaston Flosse a fait appel de sa mise en examen, mais aussi de son contrôle judiciaire. Aura-t-il gain de cause ? Ce contrôle judiciaire a été ordonné par le juge d'instruction sur demande, sur réquisition du procureur. Le mis en examen, Gaston Flosse, a formé appel. C'est ce que prévoit la loi. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la chambre de l'instruction rendre sa décision. Je crois que cette affaire devrait être évoquée demain et probablement mise en délibéré avec une décision qui sera rendue et qui s'appliquera. Le parti Orange parle d'acharnement judiciaire dans cette affaire. Le communiqué parle de faire sortir par la contrainte le président Flosse du champ politique. Que lui répondez-vous ? Non, je n'ai pas à répondre à de telles déclarations. Vous êtes mis en cause directement. Les procédures pénales s'appliquent avec l'intervention de magistrats du siège dont l'indépendance, à mon avis, ne peut pas être contestée. Prochaine échéance dans le calendrier judiciaire de Gaston Flosse, l'affaire du CED, mais aussi l'affaire de l'OPT. Que risque le président du Tarouéra ? Il risque d'être condamné ou d'être relaxé selon ce qu'apprécieront les magistrats qui auront à juger ces affaires. Mais dans l'affaire du CED, il est question d'atteinte à la vie privée, mais aussi de détournement de fonds publics. Oui, effectivement, ce sont 2 affaires qui convergent et qui seront jugées le même jour, je crois, fin mars. José Torrel, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci d'avoir été notre